J'en arrive alors à mon deuxième point. Justement, je parlais de discrédit. Il faudrait parler aussi du discrédit des élites traditionnelles. En mettant toutes les paroles à égalité, cette nouvelle jungle de l'information a conduit au discrédit de celles et ceux qui en détenaient le monopole. Ces élites traditionnelles, les politiques, les militants, les communicants, les chercheurs, les journalistes, ont une part de responsabilité dans l'avènement de la post-vérité, tout en subissant les conséquences de cette post-vérité. Par exemple, on peut dire que sont responsables les politiciens de tous bords et de tout pays qui ont cru qu'à l'ère de la communication reine, seulement pour être élus ou pour arriver à leur fin, il suffisait juste de fabriquer des mensonges plus gros et plus sophistiqués les uns que les autres. Sont responsables aussi tous les communicants, les lobbyistes qui foulent aux pieds les chartes éthiques de leur profession et sont prêts à tordre les faits, à tuer les acquis de la science, par exemple. Sans oublier les plateformes des réseaux sociaux comme Facebook qui ont laissé s'installer une économie politique des fake news. Sont responsables également les journalistes et les médias qui font parfois mal leur travail, qui, à coup de maladresse, de traitement dans l'urgence de l'information sans recul, de mauvaise chasse au scoop, de vérification insuffisante, publient des informations parfois erronées et donc érodent d'une certaine façon la crédibilité de l'ensemble de la profession et contribuent à la mal-information, y compris parfois aussi en digérant mal des publications scientifiques via une vulgarisation plutôt hasardeuse. Pour le philosophe Frédéric Lordon, ces élites sont responsables d'avoir confisqué le débat public et reçoivent en retour le boomerang du complotisme. Dans le monde diplomatique, dont j'ai oublié de marquer d'ailleurs le numéro, vous m'en excusez, il écrit ceci, je le cite, « Le conspirationnisme n'est pas la psychopathologie de quelques égarés. Le conspirationnisme est le symptôme nécessaire de la dépossession politique et de la confiscation du débat public. Ainsi est-il de la dernière ineptie, selon lui, de reprocher au peuple ses errements de pensée quand on a si méthodiquement organisé sa privation de tout instrument de pensée et sa relégation hors de toute activité de pensée. » Fin de citation. Donc, dans un monde aux prises avec la post-vérité, les journalistes suscitent alors de fortes attentes pour remédier à cette situation, notamment à travers la lutte contre les fake news. Mais pour cela, ils devraient encore bénéficier de la confiance du public. Pour autant, il ne faut pas tomber dans l'utopie liée au rôle des journalistes, une utopie dans laquelle le journaliste serait censé constituer le garant de la vérité et de l'objectivité sans être affecté par les dysfonctionnements et les enjeux liés à la production et à la circulation de l'information, parce que les journalistes, même les plus sérieux, sont dépendants des réseaux sociaux, rivalisent avec les réseaux sociaux et sont obligés aussi de répondre à l'exigence de l'immédiateté, de l'audience, et pour cela, donc, leur travail d'investigation est parfois très limité, voire difficile. Et c'est ainsi que les fake news s'immiscent tranquillement dans tous les thèmes de l'actualité. Politique, économie, société, internationale. Pas un nouveau fait n'est relayé sans que des fake news, des fausses informations ne fleurissent sur le web. Le terme est désormais entré dans le vocabulaire courant, tant il parvient à lui seul à déstabiliser les opinions, les démocraties. Alors, et c'est mon troisième point, regardons de plus près maintenant ce phénomène des fake news. Et ici, bien sûr, je m'appuie alors pour le coup maintenant sur le livre de Michel Cotta et de Robert Namias, donc Fake News, thriller politique. Ils expliquent ainsi que les fake news
dont le principe même est de détourner les faits d'actualité visant à nuire politiquement, ont pris de l'importance proportionnellement au développement des réseaux sociaux. Et désormais, nous sommes, selon leur expression, enveloppés par les fake news, d'autant que les politiques eux-mêmes, disent-ils, les relaient parfois. Rappelons qu'en américain, fake veut dire bidon et non pas faux. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne parle pas d'une fausse information, mais on parle d'une information bidon. Alors, ces derniers temps, la presse regorge d'exemples de ces fake news. Un groupe américain tente de déstabiliser l'Europe par de fausses informations. Des États sont accusés d'ingérence dans les élections, on peut penser à la Russie. Des gilets jaunes mettent en doute les images de mise à sac des centres-villes. Des internautes s'interrogent sur la véracité du crash d'Ethiopian Airlines. D'autres s'interrogent sur la réalité de la pandémie de la Covid-19. On peut dire que jamais le mensonge n'a été à ce point mêlé à la vérité. Et donc, grâce aux réseaux sociaux, certains qui n'avaient pas la parole ou qui se plaignaient que l'information ne vienne que d'en haut, que de quelques spécialistes, peuvent eux-mêmes devenir désormais de véritables vecteurs d'information. Ainsi ont-ils la capacité d'affirmer que leur parole vaut autant, et même plus parfois, que celle des journalistes ou des responsables politiques, ou encore de tel ou tel scientifique ou de tel ou tel chercheur. Nous assistons aussi, dans les démocraties occidentales, à une volonté de décrédibiliser fortement le système médiatico-politique. Et la montée des fake news en est la conséquence. Parce que dans leur ADN, dans l'ADN des fake news, il y a une forme de complotisme. Tous ceux qui s'adonnent à leur fabrication sont persuadés que les médias, les dirigeants politiques nous mènent dans le mur, ils nous cachent des choses. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'absence totale de sources est le cœur même du problème que posent ces fake news. Il n'y a pas de source vérifiable. Il n'y a que des affirmations. Et dans ces affirmations, donc, il y a toujours ce soupçon à l'égard de ce qu'on considère comme les élites médiatico-politiques, autrement dit, tous ceux qui vont nous informer sur l'état de la société et du monde. D'après une enquête de l'IFOP publiée en février dernier, les électeurs de Marine Le Pen et ceux de Jean-Luc Mélenchon seraient les plus enclins à croire aux thèses complotistes. Les fake news seraient donc-elles plutôt l'apanage des extrêmes? Certes pas. Mais il y a une forme de logique, puisque le Rassemblement national comme la France insoumise se disent hors système. Et donc leurs électeurs se disent également hors système. Et ils pensent donc que ce qui provient du système n'est que mensonge et qu'il faut faire face à ce système en avançant leur propre vérité. Mais cette vérité n'est pas un gage de véracité, d'autant que les fake news, par essence, on pourrait dire, impliquent qu'il n'y a jamais de vérification, qu'il n'y a jamais de source. Donc l'absence totale de source est le cœur même, disais-je, du problème qui se pose dans le rapport à la vérité. Et les journalistes se doivent de trouver les sources. Et plusieurs formats de chroniques ou d'émissions existent désormais pour dénoncer, on le sait, les fausses informations. Mais ce travail doit être en principe le travail de tous, d'exiger la source de chaque information. Nous sommes donc ainsi rendus à l'ère du mensonge généralisé. Et il est d'autant plus grave qu'il est accompagné par des discours politiques qui eux-mêmes sont mensongers. Regardez ce qui se passe actuellement outre-Atlantique avec Donald Trump. Or, quand un dirigeant politique conteste des faits objectifs, eh bien on peut dire qu'il décrédibilise non seulement le monde politique,
mais aussi il décrédibilise le fait politique lui-même. Quelle sera la valeur d'un traité? Quelle sera la valeur d'une loi si d'un revers de main, on n'en tient plus compte? Pensons aux accords de Paris sur la question de l'écologie. Il s'agit alors, par la propagation des fake news émanant de ces dirigeants politiques, de déployer une stratégie démagogique à des fins purement électoralistes et populistes. D'une certaine façon, disons-le, cela renforce alors les communautarismes. Avec les réseaux sociaux, les gens sont désormais entourés de personnes qui pensent comme eux-mêmes. Et cela représente une réelle menace à l'encontre de la démocratie. Et de fait, nous sommes au bord du gouffre si tout le monde ne décide pas de changer radicalement sa pratique, notamment chez les journalistes et les dirigeants politiques. Par ailleurs, en plus de ces fake news du quotidien, il convient aussi de se prémunir des fake news organisées par les États eux-mêmes pour en déstabiliser d'autres. Je disais que le roman de Namias de Michel Cotta parlait de ces mensonges d'État. Dit autrement, il ne s'agit plus seulement de rumeurs ou de fausses nouvelles que le temps suffirait à démentir ou à faire cesser, mais il s'agit de véritables entreprises de falsification d'informations qui sont diffusées d'un clic à l'échelle planétaire, se parant des allures de la rigueur journalistique et dont on ne peut jamais identifier l'origine. Car, disons-le, en réalité, ce ne sont pas les fake news qui menacent à la démocratie, mais c'est la crédulité de celles et ceux qui lisent ces fake news ou leur incapacité à discerner l'authentique du falsifié qui est en cause. Et là est la gageure.